Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, enfin, il aurait fallu attendre 5 ans depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008. Il aura fallu patienter 1800 jours pour que ce projet de loi organique soit enfin soumis au Parlement. Ce projet, on le sait, porte application de l'article 11 de la Constitution et de ses nouvelles dispositions rendant possible l'organisation d'un référendum d'initiative partiellement et secondairement populaire. L'objet même de cet article 11, modifié, explique sans doute le retard pris dans l'élaboration puis dans l'examen de ce projet de loi organique. Car le référendum est souvent vu sans grande faveur dans notre démocratie représentative. Ici même, dans une brillante intervention, mon collègue Alain Tourret a rappelé l'origine de cette défiance, les 3 plébiscites successifs organisés par Napoléon Bonaparte pour asseoir son pouvoir personnel, puis de nouveau les 3 plébiscites organisés par son neveu Louis-Napoléon dans le même but. D'où longtemps, en effet, l'hostilité des républicains au référendum. La Troisième République se garde d'instituer toute procédure référendaire et la Quatrième ne l'admet avec parcimonie que pour ratifier éventuellement un projet de révision constitutionnelle. À partir de 1958, les 5 référendums organisés par le général de Gaulle seront présentés par l'opposition avec quelques excès comme des plébiscites, comme des instruments du pouvoir personnel. Cette critique récurrente du référendum est loin d'être toujours fondée. Dans l'histoire récente de notre pays, plusieurs référendums ont été organisés de manière parfaitement loyale, en portant sur de véritables sujets de fond et non sur la confiance à la personne de tel ou tel dirigeant. À cet égard, on peut rappeler les 3 référendums qui ont suivi la Libération et qui portaient sur l'élaboration de la Constitution de la Quatrième République. L'on peut mentionner aussi le référendum de 1972 organisé par Georges Pompidou sur l'élargissement de la Communauté européenne et les référendums organisés par François Mitterrand sur le statut de la Nouvelle-Calédonie en 1988, puis sur le traité de Maastricht en 1992. Enfin, l'on peut citer le référendum de 2000 sur le quinquennat, puis celui sur le traité constitutionnel européen en 2005. Pour cette dernière consultation, un grand et véritable débat a eu lieu pendant plusieurs mois dans tout le pays. Les Français ont éprouvé un vif intérêt pour le choix effectué sur ce grand enjeu et se sont fortement impliqués. Cela dit, dans la procédure initiale, celle d'avant 2008, seul le chef de l'État pouvait décider l'organisation d'un référendum sur proposition théorique du gouvernement ou des 2 assemblées. À la différence d'autres démocraties qui pratiquent le référendum d'initiative populaire comme la Suisse, l'Italie ou plusieurs États fédérés des États-Unis, spécialement la Californie. Il fallait en finir avec cette monopolisation par le chef de l'État du droit de recourir à cette consultation populaire. La révision de 2008 a donc complété l'article 11 de la Constitution pour instituer un nouveau mode de recours au référendum. Toutefois, ce mode nouveau est subordonné à des conditions très restrictives, tant par la Constitution elle-même que par les projets de loi organiques et ordinaires que nous examinons aujourd'hui, au point qu'on pourrait parler d'un dispositif verrouillé ou verrouillable, sinon d'un dispositif en trompe-l'œil tendant à faire illusion. D'abord, et le ministre l'a dit le premier, il ne s'agit pas d'un référendum d'initiative populaire, mais d'un référendum d'initiative partagée entre parlementaires et électeurs, conformément à l'article 11, alinéa 3 de la Constitution. Un tel référendum peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement, soutenu par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. Donc les électeurs ne possèdent pas la possibilité de déclencher seul un tel référendum. Il faut aussi et au préalable qu'un 5e des parlementaires ait pris cette initiative. Ensuite, il existe un autre risque d'entrave, précisé à l'article 9 du projet de loi organique. La proposition de loi procédant de cette double initiative n'est pas soumise à référendum si elle était examinée, c'est le terme, examinée au moins une fois par chacune des 2 assemblées parlementaires dans un délai de 6 mois à compter de la publication au JO
de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Il suffira donc, comme le rappelait François de Rugy à l'instant, que cette proposition de loi ait été simplement examinée par le Parlement, même sans avoir été adoptée par celui-ci, pour que le recours au référendum devienne impossible, bien qu'il ait été demandé par le dixième des électeurs. Autre limitation prévue à l'article 1er, alinéa 8 du projet de loi organique, je cite, « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi, que son objet respecte les conditions prévues au 3e et 6e alinéa de l'article 11 de la Constitution. » Autrement dit, comme le référendum d'initiative présidentielle, le référendum d'initiative partagée ne peut porter que sur l'un des trois objets suivants, l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation ou l'autorisation de ratifier un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Dès lors, comme le ministre de la Justice de l'époque, Jacques Toubon, l'avait déclaré au cours de la révision de 1995 étendant le champ du référendum, il ne pourra pas y avoir de référendum portant sur une question de société. Le peuple italien, lui, a pu déclencher des référendums portant sur le divorce en 1974, sur l'IVG en 1981 ou la PMA en 2005, mais les Français, pour leur part, ne seront pas autorisés à statuer par référendum sur des sujets de société. Par exemple, ils ne pourront pas être consultés sur des questions essentielles comme la fin de vie. Par ailleurs, pour la contribution des électeurs au déclenchement d'un référendum, la barre est fixée très haut. La proposition de loi doit obtenir le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cela représente, François de Rugy le disait à l'instant, 4 500 000 électeurs, alors qu'en Italie, qui a une population comparable, 500 000 électeurs suffisent, ce qui permet une certaine fréquence des référendums, qui risquent en revanche d'être très rares en France. Par ailleurs, à son article 1er A, le projet de loi ordinaire concerne, je le cite, le financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. On peut concevoir, certes, que les personnes physiques, en tout cas, puissent consentir des dons pour contribuer à financer les actions tendant à favoriser l'organisation d'une consultation électorale et donc l'expression des citoyens. En revanche, il ne paraît pas concevable qu'elles puissent financer les actions tendant à défavoriser le recueil des soutiens visant à l'organisation de cette consultation. Financer les actions tendant à défavoriser le recueil des soutiens visant à la tenue d'un référendum paraît incompatible avec l'article 3, alinéa 1er de la Constitution, qui dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». En effet, de telles actions tendant à entraver, à empêcher l'exercice de la souveraineté par la voie du référendum paraîtraient contraires à cet article 3. En fait, ces projets de loi organique et ordinaire portant application de l'article 11 de la Constitution paraissent inspirés par une réelle défiance envers ce nouveau type de référendum et le subordonnent à des conditions très strictes et très difficiles à remplir, bref, filtrage et verrouillage. En réalité, ces textes instituent un pseudo-référendum d'initiative populaire en veillant de surcroît à ce qu'il soit très difficile à mettre en œuvre et en permettant un évitement du suffrage universel. Pourtant, un véritable référendum d'initiative populaire aurait l'avantage d'ajouter une composante participative à la démocratie représentative. Il permettrait à la souveraineté populaire de s'exercer directement sans intermédiaire dans certains cas. Nous ne sommes plus au XVIIIe siècle, à l'époque où Montesquieu préconisait le régime représentatif et écrivait dans l'esprit des lois « Le grand avantage des représentants est qu'ils sont capables de discuter les affaires, le peuple n'y est point du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie ». Cette conception a inspiré directement la Constituante. Dès sa séance du 7 septembre 1789, Sieyès affirme « Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants ». Rousseau pensait le contraire, et après lui, beaucoup d'autres.
attachés à la souveraineté populaire, dont Jaurès, qui, en 1914, a réclamé l'organisation d'un référendum sur la proportionnelle. La démocratie ne peut se limiter à la représentation. La décision sur les grands enjeux ne peut appartenir seulement et toujours au notable de la République et jamais au suffrage universel, qui ne pourrait se prononcer lui-même sur ceci. Donner la parole au peuple, lui permettre de décider directement dans de grandes circonstances, serait l'application de la démocratie, dont on oublie trop souvent ce qu'elle signifie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Merci, Monsieur le Président.